Alors, courte introduction à cette vidéo avec Stéphanie de Tribune Libre, sujet dont je parle pas très souvent ni en vidéo ni dans mes lettres, puisqu'on va parler de mon audience avec un certain nombre d'autres personnes les 27 et 28 octobre. Donc ça va venir assez vite. On parle également de l'actualité. C'est une première vidéo d'une série de vidéos qu'on a prévu de faire. Et d'ailleurs, je vais poster pas mal de vidéos pendant le week-end parce que hier, j'étais dans la région d'Avignon, à proximité d'Avignon. J'ai fait une conférence chez des amis et on a enregistré en fait la vidéo. Comme assez souvent, ça dure plus de 3 heures, donc ce sera coupé en 3 morceaux de questions et réponses, et je détaille ce que va être le projet de la table rouge. Donc je vous invite à bien noter de suivre mes vidéos en vous abonnant à la chaîne si vous avez envie d'en savoir plus sur la table rouge. Je vous invite toujours à rejoindre l'aventure Substack et surtout de la rejoindre avant la fin du week-end, en tout cas avant le 1er septembre pour bénéficier d'une offre que j'ai faite à partir de la Sainte-Marie cette année, compte tenu de tous les événements qui se sont passés pendant l'été et depuis cette date. Voilà, donc bonne vidéo sur Substack ou pour le miel ou pour les conférences, vous pouvez me contacter à bertrand@55bellechasse.com, bertrand@55bellechasse.com. Et sinon, vous pouvez me trouver sur Substack en écrivant mon nom, Bertrand Scholler. Et voilà, je vous dis à très bientôt, pas mal de projets. Je commence à marcher à partir du 3 à Lourdes. Alors le 3-4, je serai physiquement à Lourdes. Et à partir du 5, eh bien, je prends la route vers Saint-Jean-Pied-de-Port. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite à tous un bon week-end. Au revoir. Loud and more loud, the crowd will swell, the people shouts responding well, o'er the land in glad news tell. From sea to sea, from pole to pole, the echoes of that bell shall roll, when freedom comes through every soul. Ring, ring, exclaims the watching boy, the bell responds with notes of joy. Freedom's proclaimed and sweet and low. Abonnez-vous s'il vous plaît à mon Substack. Bonjour Bertrand Scholler, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Ça fait longtemps qu'on ne nous a pas entendus et je sais qu'on va vous retrouver au tribunal les 27 et 28 octobre 2025. Ce n'est pas très réjouissant, vous ne serez pas tout seul. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? En quelques mots, je me suis retrouvé parmi un peu plus d'une trentaine de personnes qui ont été ciblées dans l'affaire de cyberharcèlement concernant Brigitte Macron. Et donc moi, je fais partie de la première vague. En fait, il y avait eu 4 personnes qui ont été réveillées à 6 heures du matin, je crois que c'était le 10 décembre. Et on a tous passé plus de 30 heures en garde à vue. Moi, j'ai passé 35 heures en garde à vue à la police judiciaire de Paris. Donc, ils sont venus me chercher. Ils étaient 3, menottes, voiture avec sirène. Et puis, une nuit, dans une cellule pour une personne dans laquelle on était 2. J'étais avec un géant pakistanais qui, lui, avait été recherché avec 3 fourgons, mitraillettes, etc. Donc, pour du grand banditisme, enfin des trucs internationaux. Mais j'étais dans la même cellule. Donc, heureusement qu'il m'a trouvé sympathique et tellement sympathique, c'est lui qui a dormi par terre, en fait. Donc, alors que c'était un géant
et très sympa. J'ai alors, on se connaît un peu, Stéphanie, donc toi, tu sais que Oui. le sujet Brigitte Macron Oui. par rapport au genre, je suis curieux, j'ai écouté ce qu'ils Oui. disaient, mais c'est pas un sujet central pour moi. On a beaucoup évoqué ça, on a même été dans des émissions dans lesquelles il y avait ce sujet était traité il y a quelques mois, puisque moi, mon sujet principal, il est autour de ce couple très bizarre et où j'ai l'impression qu'ils font partie d'une destinée qui les dépasse eux-mêmes, en fait, une destinée que j'appelle eschatologique. Et c'est vrai que quand tu regardes le parcours de Brigitte Macron et d'Emmanuel Macron, c'est un parcours qui dépasse l'entendement humain, en fait. C'est entre son baptême, le fait de la retrouver, prof de théâtre, elle se retrouve parachutée à Paris, où elle se retrouve en contact avec les personnes les plus puissantes de France qui vont être utiles dans la campagne. Lui qui est identifié par un mec qui s'appelle Herman, qui lui offre un appartement, semble-t-il, en cadeau de mariage, enfin un appartement à 500 000 euros quand même, etc. etc. Enfin, on est dans cette histoire, si tu veux, le genre est pratiquement un détail anecdotique. Et sachant que la différence d'âge est plus significative, puisqu'il y avait un psychologue qui s'était intéressé à ça et qui ne pensait pas qu'un tel couple aussi dysfonctionnel pourrait tenir et que l'un des deux pèterait les plombs. Or, plus le temps passe, plus ils ont l'air extraordinairement unis, extraordinairement liés. Et même dans le combat qu'ils mènent, puisqu'il y a plein de procès, il y a de la Cour de cassation, il y a des appels, il y a les États-Unis, peut-être un jour il y aura d'autres pays. Et surtout, il y a des lois qui évoluent en fonction de ça. On se demande si l'arsenal judiciaire, qu'il soit français ou européen, ne va pas dans cette direction. Parce que récemment, il y a l'ancien garde des Sceaux, Dupond-Moretti, qui est monté au créneau. Donc on voit qu'il a récité d'ailleurs un document qui correspond à la stratégie aux États-Unis, qui est de mettre ça sur le compte d'une stratégie de terrorisme international. C'est-à-dire que si tu écoutes en fait la manière avec laquelle cette affaire est décrite, c'est en réalité que des gens qui sont proches de la Russie, proches de l'extrême droite, et qui veulent déstabiliser le gouvernement, qui se sont emparés de ce dossier. Et pour en avoir parlé avec Aurélien, puisqu'on s'est retrouvés ensemble le 10 juillet au tribunal correctionnel de Paris pour la mise en état du dossier, le même Aurélien, jour d'ailleurs que… alias Zoé Sagan, pour que les gens fassent le… Oui, Zoé Sagan, Aurélien Poussard, et lui me… Ouais. Et lui me disait que, par exemple, Branco, qui pourtant est son avocat, même quelqu'un comme ça, un certain nombre de personnes, ne savent pas si ce n'est pas une affaire qui a été créée de toutes pièces par l'extrême droite. Donc, la mécanique fonctionne, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, ils savent qu'il n'y a pas de volonté de harcèlement de quiconque, c'est quelque chose qui est complètement dans le domaine public. Et c'est tellement dans le domaine public que c'est international. Ça fait des centaines de millions de vues, voire des milliards de vues. Et puis surtout, les photos qui ont été mises en avant au moment où il y a eu cette prise de filet, identification de quelques centaines de personnes, dont un peu moins de 40 finalement ont été retenues. Et il n'y en a que 10, 12 ou 13 au procès, dont Poussard et Amandine Roy. C'était au moment où il y avait eu cette photo du magazine Elle, je crois que c'était Elle Slovaquie, tu sais, où elle est sur un bateau au large de Brégançon, en fait. Et la photo qui avait fait le tour du monde, parce que, bon, d'abord, à un certain âge, on se fait plus prendre en photo dans toutes les… Enfin, quand on est la femme d'un président, si tu veux. Mais surtout quand on est une figure publique, on évite de se Oui. monter en bikini sur un bateau. Surtout que si tu veux, c'est une affaire qui est internationale à ce moment-là. Il vient d'y avoir toutes les émissions de Candace Owens, ça a été repris un peu partout dans le monde. Alors, ça n'a pas été repris dans les grands médias mainstream, mais n'empêche que les médias mainstream, à chaque fois,
en fait, prennent beaucoup de plaisir à se saisir de l'affaire, mais pour faire semblant de critiquer. Donc, quand tu lis les articles, tu sens qu'ils ont envie de s'amuser avec ça, qu'ils ont envie de le mettre sur la table. Mais tu vois qu'ils font semblant d'être choqués en y touchant. Donc, c'est quelque chose de très, très bizarre. Mais surtout, c'est une photo d'un magazine international. Donc, les gens qui mettent cette photo en ligne ou sur le magazine papier savent très, très bien ce qu'ils font. Si tu veux, toutes ces photos, surtout quand c'est un personnage aussi sensible que Brigitte Macron, elles sont observées 50 000 fois. Donc, si tu laisses la photo sortir, tu sais très bien que ça va buzzer. Et donc, peut-être que tu souhaites que ça buzz. Parce qu'en réalité, quand tu écoutes Xavier Poussard qui raconte les dîners en ville à l'époque de l'élection de 2017, où tous les gens qui assistaient au dîner en ville avec Brigitte et Emmanuel, il dit il y avait ce bruit qui courait sur la vie sexuelle d'Emmanuel. C'est comme s'ils aimaient, si tu veux, qu'on se pose ce genre de questions. Oui. Tu vois, un couple un peu libertin avec, tu vois, des choses bizarres. Et parce qu'en fait, si tu parles de ça, tu parles pas des choses bizarres. Tu parles pas de la bête de l'événement. Tu parles pas de la transcendance qu'il raconte tout le temps. Tu parles pas de ces choses-là. Donc, il dit des choses, il montre des choses avec sa photo présidentielle. On a fait une émission ensemble là-dessus, tous les deux, il y a 2 ans ou 3 ans. Mais on parle de sujets en dessous de la ceinture qui sont sales, entre guillemets, désagréables, tu vois. Personne n'a tellement envie de s'intéresser à ça. En réalité, on s'en fout. Moi, la première fois où on m'a parlé de ça, c'était Azelbert et Poulain. C'était en 2021, je pense, dans un dîner. Et les deux étaient passionnés par ça. Et franchement, quand ils m'ont raconté ça, je les ai pris pour des fous. Pas que, si tu veux, l'histoire en soi, mais ça me paraissait tellement surréaliste d'imaginer que ça ait pu être caché que je pensais que c'était complètement improbable. Et puis bon, maintenant, je ne sais même pas quoi penser tellement c'est vertigineux. Parce que je me demande comment ils n'ont pas mis un point d'arrêt final à ça. C'est pas quelque chose qui se règle devant les tribunaux. Devant les tribunaux, tu fais peur aux gens et tu leur donnes envie de se taire, ou alors tu les provoques. Alors que, en réalité, il y a tellement de moyens d'apporter les preuves. Moi, je me rappelle, j'avais eu des discussions avec d'autres personnes en disant, mais ils n'ont pas eu d'incendie chez eux, donc ils doivent avoir des photos de baptême. Tout à fait. Que manifestement, elle communie quand elle va à l'église, puisqu'on l'a vu communier pour la réouverture de Notre-Dame. Tu sais, il y a eu l'ouverture où il n'y a pas eu de messe, parce que Notre-Dame n'avait pas été véritablement consacrée. Et quelques jours après, il y a eu l'ouverture avec une messe et avec une communion, donc où les gens vont manger l'hostie. Et j'étais très surpris de voir Brigitte Macron communier et manger l'hostie. Et je connaissais quelqu'un qui était quelques rangs derrière elle, en fait, et qui l'a suivi jusqu'à l'hôtel. Et qui, pareil, était assez surpris, en fait. Puisque c'est, en général, dans la religion catholique, quand tu vas communier, c'est que tu t'es confessé, en fait. Ça veut dire que tu ne vis pas dans le péché, tu ne fais pas de choses qui sont en dehors, entre guillemets, des règles de la religion catholique. Et donc, ça m'a paru très bizarre, mais en réalité, rien ne me choque. Elle n'a pas pris feu en mangeant l'hostie, en tout cas. Elle est dans la transgression perpétuelle, peut-être. Bah oui, parce que quand tu vois ce qui se passe avec l'histoire brouille les cartes, ça rend fou, et puis ça permet de cacher d'autres problèmes bien plus graves pour le peuple français. Parce qu'il provoque avec ça. Regarde la fête de la musique, regarde les cérémonies des JO. En fait, ils nous disent des choses qu'on refuse de voir. Parce que, en fait, la partie qu'ils nous disent, elle est tellement grosse, elle est tellement vertigineuse qu'on ne veut pas les voir. Et résultat, on n'ose pas trop toucher, ou si on regarde toujours sous l'angle, sous la ceinture. Et donc, on est pris au piège, entre guillemets. Et donc, le 27-28, imagine, donc 2 jours au tribunal correctionnel, une chambre qui ne s'occupe que du harcèlement.
Et il faut savoir que le harcèlement en ligne, ce n'est pas un délit pénal, ce n'est qu'une circonstance aggravante d'un délit. Ouais. Mais c'est quand même important de voir qu'on est Mm. attaqué pas pour un fait, mais pour une circonstance aggravante d'un fait Mm. que dont aucun de nous ne porte même le début d'une responsabilité, entre guillemets. Mais ça a été créé pour ça, c'est-à-dire les phénomènes de meute. C'est-à-dire que quand la loi Schiappa sort, tout ça existe depuis très longtemps. C'est-à-dire que l'affaire n'arrive pas après la loi Schiappa, en fait. Mhm. Est-ce que ça explique la Légion d'honneur de Schiappa? Mhm. Voilà, ça fait partie des questions. Simplement. Parce que finalement, elle est connue que pour ça. Mais Bien c'est quand même 2 ans de prison. Est-ce que vous allez être nombreux au tribunal? Ben, on sera au moins 10. Et alors, c'est ce qu'on se disait en aparté, ça ressemble à un casting d'émissions de télé. C'est-à-dire que tu as un peu tous les profils. Hein. C'est-à-dire tu as la mère de famille isolée, dont le job c'est s'occuper d'enfants handicapés, qui n'a pas beaucoup de salaire, qui pleurait à l'audience le 10 juillet, qui comprenait même pas pourquoi elle était là, qui savait pas comment se défendre, tu vois, qui s'est retrouvée au tribunal, convoquée à la demande de la femme du président de la République française, pour quelque chose qui peut l'amener 2 ans en prison. Pourquoi? Parce qu'elle a dû commenter ou liker ou reposter des posts sur cette affaire qui est passée devant les yeux de toutes les personnes sur les réseaux sociaux et qui, bizarrement, n'a pas incriminé les personnes qui sont les plus impliquées au quotidien là-dessus. Mais ils ont pris un casting, donc une mère comme ça, un retraité juriste un peu aigri, un RMiste, profil ex-facho, tatoué, machin, violent, un chef d'entreprise qui gagne très bien sa vie. Et tu vois, ils ont fait en sorte de dire, pour l'instant, on en a pris uniquement ce nombre-là, mais on pourrait en prendre beaucoup plus. Donc, recevez la leçon et taisez-vous. Donc, c'est vraiment une manière d'intimider très forte et ça a l'air de fonctionner. Oui. C'est un échantillon représentatif et varié, oui, c'est un message envoyé à la population, à différentes catégories de la population. Et qui, bizarrement, va être envoyé par les grands médias. Parce que, en fait, le 10 juillet, alors qu'il y a encore une fois Aurélien, qui a été un personnage très important dans Internet, il y avait personne n'est venu s'intéresser à nous de la résistance, entre guillemets, alors que, tu vois, beaucoup, une nouvelle loi qui va être celle qui touchera le plus les réseaux sociaux. Donc tous les journalistes citoyens, tous les médias citoyens auraient dû se sentir hyper concernés par cette affaire, parce qu'il n'y en a pas une qui concerne plus. Puisqu'on voit bien le harcèlement, Aurélien, il doit avoir 10 procédures sur le dos, et tous les dissidents qui sont sur Internet sont dans le viseur de cette loi. Mais il n'y avait personne, alors que c'est quand même la femme du président de la République, donc c'est pas commun dans un pays une affaire comme ça. Et donc, voilà, c'est assez fou parce qu'on sait tous que c'est le fait de communiquer et de se défendre sur ces affaires-là qui a un impact, entre guillemets, et qui permet aux gens de réaliser ce qui se passe. Alors qu'en réalité, personne ne réalise, ne prend la mesure. Mais tous les grands médias, eux, étaient là. Il y avait France Télévisions, il y avait BFM, il y avait des personnes qui étaient payées par des médias, mais ils n'ont pas dit qui, pour faire des grands reportages là-dessus. Donc des portraits de cette affaire, et qui vont le faire sous l'angle de ce que je viens de dire. C'est qu'en fait, ça a été un bruit qui essaye de déstabiliser la société française. Les mères isolées, les loups solitaires, les gens un peu, tu vois, marginalisés, ex-militaires, ex-fonctionnaires. Et tu vois un peu,
exactement l'objectif, en fait. Parce que par rapport aux milliers, aux dizaines de milliers de personnes qu'ils auraient pu prendre, en fait, ils n'ont rien fait par hasard. Et donc, c'est très grave. Et personne n'était là pour le dire, personne n'était là pour le relayer. Et quand ça touchera tout le monde, eh ben, il faudra juste regretter de ne pas avoir été là pour s'y intéresser, parce que ça touchera tout le monde. Alors justement, pour qu'il y ait du monde les 27 et 28 octobre prochains, ça aura lieu où exactement? Sur l'île de la Cité? Non, c'est au tribunal correctionnel, donc c'est Porte de Clichy. Porte de Clichy. Et c'est à 1h30. 1h30, c'est la 10e, justement. La 10e. Et la 10e, c'est vraiment celle qui est spécialisée dans ces affaires de harcèlement. Et, mais qui est considérée, c'est bien plus que la diffamation, en fait, le harcèlement. Puisqu'en fait, quand la loi a été votée, tu te rappelles, il y avait des gens qui disaient mais je vais me suicider, j'en peux plus. Il y a des gens qui s'étaient suicidés dans d'autres pays, etc. Donc, tu sais, ces lois, elles passent toujours avec des affaires qui ne sont pas celles pour lesquelles ils veulent que ça fonctionne. Donc, la loi SCIAPA, c'était pour protéger des enfants qui deviennent suicidaires ou anorexiques parce qu'en fait, ils sont harcelés par des parents d'élèves ou des machins. Tu sais, c'était les affaires qu'il y avait aux États-Unis, puis il commençait à y avoir le même genre d'affaires en France. Puis, en fait, quand tu discutes avec les gens qui traitent ça, en fait, ce ne sont que des gens très riches et très puissants qui utilisent cette loi pour faire taire ceux qui les embêtent. Donc, ça va être des patrons de grands laboratoires pharmaceutiques, ça va être des gens dans la presse, ça va être… tu vois, on a par exemple Booba qui s'est retrouvé avec cette loi à être condamné avant de faire condamner les gens qui l'attaquaient, alors que, tu vois, c'était factuel ce qu'il faisait, mais parce qu'en fait, il jouait le rôle de la police ou des enquêteurs. Bah, tu n'as plus le droit, en fait. Avec cette loi, tu ne peux plus être un journaliste citoyen alerteur, parce que celui que tu vises, s'il a de l'argent, eh ben, il va prendre un avocat, il va t'attaquer et il va te détruire parce que les faits seront avérés. C'est-à-dire que tu l'auras effectivement, entre guillemets, agressé. Alors en général, les policiers, si tu veux, ils regardent ça et ils disent « Attendez, vous l'avez bien mérité, vous avez tout fait pour que ça vous arrive. » Mais n'empêche que tu peux pourrir la vie. C'est exactement ce qui se passe avec un certain nombre de personnes dans la résistance qui se retrouvent avec des procès aberrants où il faut espérer que le juge sera bien luné et ne va pas les condamner. Et donc, dans notre affaire, en l'occurrence, eh bien, voilà, on va expliquer les choses. Enfin, tu vois, moi, encore une fois, et je n'essaie pas de me mettre en marge du truc, c'est le sujet ne m'intéresse pas en tant que tel. Ce qui m'intéresse, c'est la portée eschatologique de ce qu'est devenue la France depuis le règne de ce binôme, en fait. On a l'IVG qui est dans la Constitution française. Encore une fois, j'ai rien contre l'IVG. Chacun décide ce qu'il veut. Mais est-ce que ça a besoin d'être dans la Constitution? On a l'euthanasie à la carte. Il faut voir la portée de cette loi, tout ce qu'elle ouvre. Et c'est l'euthanasie qui a été même plébiscitée par le Sénat, parce que Emmanuel Macron a été très malin. Il a mis comme Premier ministre pour faire passer l'euthanasie Bayrou. C'est hyper fort. Donc Bayrou, pour tenir, il fallait que la loi passe. Et donc, il a utilisé tous ses réseaux au Sénat pour que ça passe. Alors qu'une loi comme ça n'aurait jamais pu passer en France, à part si elle était présentée par la droite. Et donc, quand tu as Retailleau et Bayrou qui se battent pour faire passer une loi pour ne pas perdre leur job de ministre, et ben voilà, l'euthanasie qui passe en France sans même que le Vatican s'en émeuve. Et j'en passe, c'est des meilleurs sur wokisme, la guerre en Ukraine, tous les milliards qu'on donne, tout ce qu'on fait, enfin tu vois, les trucs, les parcs d'éoliennes, les incendies, enfin, on est vraiment devenu l'ombre de ce que devrait être la France, en fait. Bien sûr. Vous avez des bons avocats? Oui.
Vous avez qui? C'est possible de le dire? Bah, c'est quelqu'un qui s'appelle Jérôme Bertrand, mais qui est quelqu'un qui est discret, qui essaie pas d'être connu, mais qui fait que du droit pénal depuis toujours. Il connaît, ça fait 30 ans qu'il est, et il est sur des gros dossiers, donc c'est un vrai professionnel. Mais les autres personnes qui sont là ont pris des avocats plus connus, beaucoup plus connus. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'avocats connus qui étaient très intéressés par s'occuper des plaignants, en tout cas des plaignants les plus visibles. Donc, typiquement, Qui, par exemple? Aurélien, moi et un ou deux autres qui sont un peu plus visibles. Je sais qu'il y a un des plaignants qui avait été approché assez vite par des avocats, mais il n'avait pas réussi à se mettre d'accord parce qu'il lui demandait trop d'argent, en fait. D'accord. Et les avocats en question, c'est qui? C'est Juan Branco, etc. Alors, Branco s'occupe de Aurélien et lui, il a deux ou trois avocats, puisque Branco ne sait pas s'il pourra être avocat en octobre, puisque quelques jours avant, il y aura une décision pour dire si oui ou non il peut continuer à exercer. Il a plusieurs procédures en cours contre lui, Juan Branco. Donc tout ça, c'est emmêlé, si tu veux, puisque la décision en appel pour Natacha Ray et Amandine Roy, c'était exactement le jour de notre audience. Donc c'est comme si tout ça a été fait pour que personne n'y comprenne rien. Oui. Et ce qui fait qu'en fait, le 10 juillet, il y a plein de gens qui ont dit c'est bon, Zoé Sagan et Bertrand Scholler ont été innocentés, alors qu'en fait, oui. Ah oui, on l'a trouvé. Les gens sont très superficiels en fait. Oui, c'est un écran de pas. C'est la technique de l'enfumage. Exactement. Et donc, quand tu fais tout tomber le même jour, au même moment, pas au même lieu, parce que c'était même pas au même lieu, bah, résultat, en fait, les gens, ils écoutent distraitement et ils comprennent l'inverse de ce qui s'est passé. Et comme ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de levée de bouclier, il n'y a pas d'intérêt pour le dossier, il n'y a rien. Et Poussard, qui est, entre guillemets, la personne qui est le plus visée par la procédure, il y a comme il est en Italie, c'est difficile de le faire venir. Mais je suppose que tu as vu la nouvelle loi européenne qui vient de sortir et qui va pouvoir permettre, quand il va aller voir la police pour la commission rogatoire, eh bien, ils auront la possibilité de le considérer. La France pourra dire qu'il est un terroriste et là pourra obtenir son rapatriement. Puisque maintenant, tu n'as même plus besoin de démontrer au sein de l'Europe que les gens sont dangereux pour l'équilibre de la nation de l'Europe. Il suffit de soupçonner de ça. Et c'est très grave, c'est vraiment une loi totalement liberticide. Tout à fait. Et donc, c'est à se demander si elle n'a pas été faite pour le cas Poussard. Et d'ailleurs, Poussard avait fait un tweet là-dessus en disant je crois qu'ils viennent de faire une loi pour me sortir d'Italie, en fait. C'est ça. Spécial, c'est la loi Poussard. On pourrait l'appeler ainsi. Oui. C'était pas si grave. Donc, rendez-vous tous les 27 et 28 octobre prochains, donc 2025, au tribunal de Paris dans le 17e, à Porte de Clichy. Et donc, c'est la 10e chambre à 13h, c'est ça? 13h30. 13h30. Voilà. Mais je pense qu'il y aura du monde pour vous soutenir tous. Alors, à notre audience, en fait, on avait des syndicalistes qui étaient, eux, ils recevaient leur jugement et nous, on allait être mis en état, c'est-à-dire qu'ils allaient expliquer ce qu'on allait vivre pendant les mois suivants. Et il y avait des centaines de personnes qui étaient là. C'est-à-dire les syndicats réussissent encore à bouger du monde. Tu vois, ils avaient mis des tentes, ils avaient fait des buvettes. Et finalement, ils ont eu des condamnations relativement clémentes, en fait. S'ils pouvaient ne pas être au service du pouvoir, ils pourraient être efficaces. Ouais, les syndicats pourraient être très efficaces, ouais. Est-ce qu'on a fini avec ce sujet? Parce qu'on voudrait maintenant parler de votre retournement de veste. Finalement, on dit qu'avec les imbéciles qui ne changent pas d'avis, vous étiez très, très confiant. Il y avait beaucoup d'espoir en vous concernant Trump, que vous aviez placé parmi les 5 fantastiques, selon votre expression. Mais aujourd'hui, il a le pouvoir depuis plusieurs mois maintenant. Et à Gaza, ça ne se calme pas du tout. Au contraire. Donc, vous en dites quoi? Vous êtes très déçu par Trump, finalement. Et vous l'avez dit publiquement. Ah oui. En fait,
Donc pendant toute la période, alors j'ai jamais été QAnon, hein, j'ai jamais cru au truc de QAnon, les chapeaux blancs, les grands procès, les machins. Bah, il faut savoir quand même qu'il y a des gens qui disent depuis 5 ans que le lendemain ou la semaine suivante, il y aura des vagues d'arrestations, qu'il y a des îles avec des jugements, des machins, que Trump avait le pouvoir. J'ai jamais cru à ça. Mais j'ai toujours pensé que Trump avait une capacité de changer, de bouger les lignes. Euh, et, euh, et j'avais expliqué, entre guillemets, une grande partie de son échec pendant son premier mandat, parce qu'il était complètement accaparé par le Russiagate, etc. Et il n'avait pas réussi à s'en dépatouiller. Et donc je me disais, tiens, s'il est réélu, peut-être qu'il va enfin réussir à mettre en œuvre ce qu'il dit et en finir avec cette folie en Ukraine, en finir avec Gaza, en finir avec tout ça. Et vraiment, j'avais bon espoir. Et surtout, quand il y a eu l'attentat qui l'a touché, et que Musk, qui est un autre fantastique, s'est vraiment lié à lui, que les Russes se sont mis à le regarder. Poutine a même, tu vois, pris sa plume pour envoyer une lettre pour dire qu'il était vraiment choqué par ce qui lui était arrivé. Trump est proche de Ben Salman, il avait l'air de ne pas considérer la Chine comme le danger majeur. Et puis finalement, il est élu après cet attentat. Alors il n'y avait pas vraiment de concurrence parce qu'il était face à l'ancienne vice-présidente de Biden, Kamala Harris, qui n'est pas forcément la candidate la plus difficile à battre pour Trump. Elle était presque inexistante. Et il est élu relativement largement, mais sans avoir une majorité très forte. C'est-à-dire, il est élu, mais la majorité qu'il a reste raisonnable. Tu vois, il a un peu plus de sénateurs, un peu plus de congressmen. Il n'a pas les mains totalement libres. Mais surtout, on réalise qu'aux États-Unis, les juges ont un vrai pouvoir politique très fort, les juges fédéraux. Et donc, il va y avoir pas mal de décisions déjà qui vont le préoccuper en interne parce qu'il ne va pas pouvoir mettre en œuvre beaucoup des décisions qu'il avait l'intention de mettre en œuvre au sujet des migrants, au sujet du climat, du wokisme, des budgets des écoles, du USAID. Donc très vite, en fait, Elon Musk découvre qu'il y a des milliards qui sont dépensés pour déstabiliser les pays à l'étranger. Et bizarrement, on n'entend plus du tout parler de ça. Ça ne pose finalement plus aucun problème. Comme si Trump avait été mis au parfum, on ne lui en avait pas parlé pendant son premier mandat, mais dans son deuxième mandat, il faut qu'il comprenne que depuis 20 ans, grâce à USAID, les États-Unis ont repris l'Arménie, ils ont réussi à maintenir la Turquie à l'intérieur de l'OTAN, ils ont fait sauter des verrous dans plein de pays du monde. Et en prenant le contrôle des médias, enfin, tu vois, Yougoslavie, ex-Yougoslavie. Et donc, on n'entend plus parler de ça. Et on voit EPAC, ADL devenir de plus en plus fort autour de lui. Et il y a une interview de Greenblatt, qui est le patron d'ADL, qui explique, et c'est Greenwald. Alors, Greenblatt, c'est le patron d'ADL, et Greenwald, c'est le patron d'un média résistant américain qui sort la bande dans laquelle le patron d'ADL explique qu'en fait, il contrôle entièrement tout le gouvernement de Trump. À la limite, la seule chose qu'il ne dit pas, c'est que s'il réussit à virer Elon Musk, ils auront vraiment le pouvoir, en fait. Il ne le dit pas, mais on le sait, puisqu'ils sont en guerre, lui et Elon Musk, depuis 2023, où Elon Musk avait fait un tweet qui avait été considéré comme antisémite. Et c'était l'époque où Twitter avait perdu, puisque ça s'appelait Twitter à l'époque, quasiment tous ses annonceurs du jour au lendemain. Et ce qui avait poussé Elon Musk à aller faire amende honorable en Israël. Et depuis, il n'a plus jamais parlé de tous ces sujets-là. Et les algorithmes de X ont considérablement changé sur la cause palestinienne. Donc on voit vraiment le pouvoir très fort de ces personnes. Donc ADL, c'est un peu l'ARCOM, mais version sioniste, juive, pro-Israël, enfin vous appelez ça comme vous voulez.
mais qui dit aux médias ce qu'ils ont le droit ou pas de dire. À tel point qu'ils ont une page Wikipédia avec les mots interdits, les mots qui sont offensants. Et dans les nouveaux mots offensants, ça date d'hier, il y a Hail, H-A-I-L, Christ. Et pourquoi? Parce qu'ils considèrent que ça a une sonorité qui rappelle Heil Hitler. Alors que Hail Christ ou Hail Mary, ça veut dire vive Marie, vive le Christ. En fait, c'est ce qu'ils disent au début ou à la fin des prières. Un peu comme une version d'Amen, mais ça veut dire gloire à ou vive. C'est vraiment un mot anglais. Et bien maintenant, c'est considéré comme offensant de le dire. C'est-à-dire c'est antisémite de dire gloire au Christ ou gloire à Marie. Donc c'est un peu ça l'influence. Et une fois qu'eux ont mis ça sur la liste rouge, tous les médias mainstream, tout le monde va arrêter de dire ça. Et il faut que tu ne le dises plus sous peine d'avoir l'avis de Dieudonné, en fait. Et donc, Musk, ils ont réussi à séparer Musk et Trump sur l'affaire Epstein, mais surtout sur l'endettement américain. C'est-à-dire que Musk a considéré que c'était une folie. Et il avait raison, puisque depuis, le dollar est tombé, l'euro aussi, maintenant commence à tomber. La dette américaine, elle augmente de 4 milliards de dollars tous les jours à cause du coût de la dette et de ce budget complètement délirant. Alors même si les États-Unis sont censés récupérer beaucoup d'argent de l'Europe, en fait, c'est des promesses pour demain. Est-ce que l'Europe sera capable de payer? Est-ce qu'ils paieront de la monnaie de singe? Tu vois, et puis gagner de l'argent sur la guerre, c'est pas véritablement, si tu veux, t'as pas de quoi être fier de ça. Si tu veux, quand tu es censé, comme Trump, être le président de la paix, dire qu'en fait, tu rétablis ton économie en vendant des armes qui sont utilisées dans une guerre. Voilà. Donc tout ça, ça me plaisait pas. Et ça m'a beaucoup inquiété. Mais j'étais, entre guillemets, quelques jours avant que Donald Trump prête serment, il y avait eu un cessez-le-feu à Gaza. Et donc, je me disais, waouh, il a envoyé des envoyés spéciaux en avance, puisque dès qu'il avait été déclaré élu, il a commencé à avoir un shadow cabinet qui travaillait avec Elon Musk et qui avait constitué l'équipe, etc. Et il y avait des gens qui commençaient à parler avec Vladimir Poutine et des gens qui allaient négocier un cessez-le-feu à Gaza. Et donc, le cessez-le-feu à Gaza, je crois que c'est tombé le 17 janvier, quelques jours avant le 20 janvier, son serment. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'il s'en était vanté, mais les démocrates aussi s'en vantaient parce que Biden était toujours au pouvoir. Sauf qu'en mars, le cessez-le-feu est rompu. On apprend que Trump vire son envoyé spécial parce qu'on découvre qu'en fait, il était une taupe et les informations qu'il donnait à Donald Trump n'étaient pas exactes. N'empêche que Donald Trump se retrouve avec le génocide qui reprend à Gaza de façon fracassante, puisque dès la première jour en mars, et c'était le premier jour en mars, c'était en plus le jour du Ramadan, il y avait eu plus de 1500 personnes tuées, dont tous les chefs politiques qui étaient encore vivants à Gaza du Hamas, et plein de chefs militaires. Et donc on découvre qu'en fait, pendant la période d'accalmie, les espions israéliens avaient travaillé pour identifier en fait toute une liste de cibles et que le jour J, ils les ont tous descendus. Sachant qu'ils avaient fait exactement la même chose au Liban et qu'ils allaient faire exactement la même chose quelques temps après en Iran. Et donc on voit qu'en fait Trump n'a pas du tout la main sur Israël. Alors qu'on voit qu'il y a un jeu de dupes entre Israël et la France. C'est-à-dire que Macron est très proche depuis le début de Netanyahou et il a été le premier à donner un blanc-seing dès le 8 octobre à Israël pour se défendre, ce qui voulait dire faire un génocide. Mais Trump a perdu complètement la main à ce moment-là. Donc on a des doutes parce qu'il convoque Netanyahou, il a l'air de discuter avec les pays arabes qui n'ont pas envie que le génocide continue. Tu sais, il fait une tournée fin mai, début juin, où il va en Arabie Saoudite, il va aux Émirats Arabes Unis,
il va au Koweït, et tous ces pays-là lui donnent des centaines de milliards d'euros de garantie, mais chacun lui demande, essaie d'arrêter avec ce qui se passe à Gaza, parce que nos peuples en peuvent plus. Et il fait exprès de ne pas s'arrêter. Sauf que qu'est-ce qui se passe dans la foulée de sa visite là-bas? Israël attaque l'Iran. Et là, on voit qu'il n'a pas du tout la main. Puisqu'évidemment, Trump ne peut pas vouloir une guerre avec l'Iran, qui est un allié stratégique de la Russie. La Russie ne va jamais faire une paix avec un pays qui attaque son allié, ni la Chine. Et pendant 12 jours, il y a des bombardements, y compris des bombardements sur des installations nucléaires avec des avions aériens américains. Mais surtout, Trump s'en vante. Il dit qu'en fait, ça fait longtemps qu'il est d'accord avec Netanyahou là-dessus. Et certains disent que c'est une tactique et qu'il n'y avait rien dans ces cibles, ne contenaient rien non, du tout. Non, mais ça, c'est faux. Ils ont vraiment tout détruit. Ça, c'est les personnes qui détestent tellement l'Iran, qui détestent tellement les États-Unis, qu'ils ont envie. Si tu veux, c'est le truc chauvin. Tu as la même chose dans le sport, tu as la même chose dans tout. Si tu veux, tu as des gens qui, pour maintenir leur petit carré de fidèles auditeurs, leur disent qu'ils ont envie d'entendre. L'Iran a gagné, les Américains sont tombés dans le piège, les trucs nucléaires avaient été sortis en urgence, etc. Il faut bien savoir que s'il y a un pays au monde qui est monitoré par des satellites 24 heures sur 24, qui verrait même se déplacer un scarabée, c'est l'Iran. Puisque l'Iran est censé avoir des installations nucléaires, des caches d'armes secrètes. T'imagines bien que les Américains et Israël, ils savent exactement où sont les usines, où sont les caches d'armes, où sont les lampes de lancement. Et puis, en plus, l'Iran a toujours respecté à 100% ses accords sur le nucléaire. Pour une raison bien simple, c'est qu'un des garants des accords, c'est la Russie, et l'autre garant, c'est la Chine. Donc, l'Iran n'allait pas trahir la Russie et la Chine. Autant, peut-être qu'ils auraient pu trahir l'Europe ou les États-Unis, mais ils ne vont pas trahir la Russie et la Chine, puisque l'accord sur le nucléaire iranien, il implique les puissances nucléaires, puisque ce sont eux les signataires, en particulier la Russie. La Chine est impliquée, mais pas du tout dans la même ordre de grandeur. Et donc, on sait que c'était la vérité. Et qu'on sait tout. On sait qu'ils avaient 400 kilos d'uranium enrichi à 67%, mais pour être militaire, il faut que ce soit enrichi à 90%. Mais pour passer de 67 à 90, contrairement à ce que Netanyahou ou Trump disaient, ce n'est pas quelques jours, c'est quelques années qu'il faut, avec le matériel dont disposait l'Iran. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des bombes sales avec ça. C'est-à-dire quand tu as de l'uranium tellement enrichi, tu peux le mettre dans une bombe sale. Tu sais, c'est comme l'uranium de centrales nucléaires. Alors pour des centrales nucléaires, on est plutôt à 5, 10, 15%. Tu vois, donc 67%, c'est très au-dessus de ce qu'il faut pour du combustible de centrales nucléaires. Donc, quand on disait les Ukrainiens pourraient faire des bombes sales, c'était sous-entendu en utilisant de l'uranium enrichi, tu vois, à 15, 20, 30%. Mais on tue des gens avec ça. Tu sais, c'est les affaires de polonium et de trucs comme ça. Oui, oui. Et donc, l'Iran ne mentait pas. En plus, il faut savoir que l'Iran, c'est un très grand pays, avec des vraies élections, avec des combats électoraux, avec des gens qui sont contents, des gens qui sont déçus. L'Iran, c'est un pays qui a une profonde tradition démocratique, une profonde tradition de débat. Les Iraniens sont des gens extrêmement éduqués. Oui, il y a beaucoup ils ont des niveaux universitaires très élevés. Oui. Donc, quand les gens pensent que les Iraniens sont des débiles qui sont sous les ordres de Mollah, etc., c'est pas vrai du tout. Dans le domaine médical, dans le domaine scientifique, dans le domaine politique, etc., ils ont des esprits très, très éveillés. Donc, c'est pas des gens qui aiment le mensonge. Si tu veux, c'est des Perses. Donc, ils n'ont pas dans leur tradition le mensonge. C'est pas du tout comme la taqia ou les choses que tu peux avoir chez d'autres personnes de la région, chez les Arabes par exemple. Chez les Perses, c'est pas la même philosophie,
C'est pas la même mentalité. Et je critique pas du tout en disant ça les Arabes. Je dis chacun a sa méthode. Oui, Nous, les Occidentaux, on s'appelle l'empire du mensonge. Donc on n'a aucune leçon à donner à personne, puisque notre existence, on la doit au mensonge, à la colonisation, 1-0, 2-0, 3-0. C'est-à-dire qu'on considère que le monde est notre esclave et que le monde doit être à notre service. Et c'est pour ça qu'en fait, avec la Banque mondiale, avec tous ces systèmes, en fait, on rend le monde entier dépendant et esclave de nous. L'Union européenne fait ça également, puisque tous les pays qui veulent exprimer une stratégie différente, on les fait taire en leur disant « si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on te supprime tes aides, on te supprime tes prêts, et donc ton pays va s'écrouler ». Tu sais, c'est le chantage avec la Hongrie, avec la Tchéquie, avec la Slovaquie. À chaque fois qu'ils essaient de prendre une position plus mesurée vis-à-vis de la Russie, eh ben, ils sont tenus véritablement en laisse par l'Union européenne qui dispose de matraques financières très très fortes sur tous les pays. Puisqu'en fait, c'est un système soviétique, en fait. C'est vraiment l'esclavage de tous les peuples. Bah, on appelle ça l'assassinat économique. C'est-à-dire la Banque mondiale ou la Banque européenne va donner des aides suite au Covid, suite à tout ça, mais en fait, elles sont sujettes au respect d'un certain nombre de règles. C'est pareil pour les pays africains. Vous allez toucher 10 milliards, mais vous allez devoir les utiliser en utilisant des sociétés occidentales, des compagnies d'assurance occidentales, des ingénieurs occidentaux, des normes occidentales. Et donc, en fait, tout va leur coûter 3 ou 4 fois plus cher que s'ils avaient développé les savoir-faire en interne. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes avec la Chine, entre l'Occident et la Chine. C'est plus qu'en fait, eux sont en train d'aider ces pays à sortir, entre guillemets, de cette forme d'esclavage. Et donc, on voit d'ailleurs dans les pays de l'Afrique sahélienne, alors je vais d'un endroit du monde à un autre, oui, parce que tout est lié. Oui. La France s'est faite virer de là-bas, donc l'armée française a quitté, mais quelque part, Macron n'était pas mécontent, puisque ça lui permet de mettre des soldats, tu vois, de régiments aguerris à disposition du front russe, entre guillemets. Mais depuis quelques mois, en fait, depuis que la Syrie est tombée, il y a énormément d'armes qui ont été prises, qui étaient chez Bachar al-Assad. Je parle de manpad russes, de mitraillettes russes, etc., qui ont été envoyés par la Libye, par la Tunisie, vers ces pays-là, vers les terroristes. Et tout ça s'est passé sur quelques mois. Et on découvre qu'en fait, il y a des formateurs ukrainiens, parce qu'en fait, ils ne vont pas utiliser des formateurs français ou allemands. Donc, ils envoient en Ukraine des formateurs de chez nous, et ils envoient en Afrique des formateurs d'Ukraine qui se retrouvent face aux Russes qui aident ces pays-là à apprendre à se défendre contre les terroristes. Et donc, en fait, la guerre est de nouveau transportée là-bas. Et donc, tu as un pays comme le Burkina Faso. Tu sais, c'est le pays de Traoré, qui est le capitaine Traoré qu'on voit beaucoup dans les médias. Et moi, j'ai pas mal de contacts par X au Burkina Faso, au Mali. Et ils disent, c'est terrible ce qui se passe, parce qu'en fait, on pensait que les terroristes avaient plus ou moins disparu. Et c'est l'inverse qui se passe. En fait, ils sont en train de monter en puissance très fortement avec des armes, avec des informations satellites, avec des formateurs, à tel point que l'armée du Burkina Faso se fait démantibuler et il y a des gens, tu vois, dans des casernes, tu vois, un peu isolés de la capitale qui fuient. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qui s'est passé en Syrie avec Bachar al-Assad. C'est qu'en fait, ils se retrouvent avec des terroristes qui, d'un seul coup, travaillent vraiment comme des commandos de pointe, en fait. Mm-hmm. Plus du tout comme des terroristes, tu vois, mal équipés. C'était les forces d'HTS, quand elles ont pénétré dans la Syrie, on voit bien qu'ils avaient... des motos, ils avaient des voitures, ils avaient des équipements, ils avaient des drones, ils avaient tout ça. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans les pays d'Afrique. Donc, on peut s'attendre dans les prochains mois également à des grosses surprises parce qu'en fait, l'État profond
ne lâchent rien du tout. Mhm. Ils n'ont pas du tout envie que l'Afrique puisse s'en sortir. Vous vouliez parler aussi donc de l'opération Gédéon 2, de ce qui se passe actuellement à Gaza, de l'explosion qui a eu Écoute, lieu, la double explosion d'hier, et puis du corridor de David aussi. Oui, alors effectivement, le corridor de David, c'est un vrai sujet. Donc, j'étais en train d'expliquer pourquoi j'avais perdu toute confiance à Trump. Et c'est drôle parce que j'ai échangé là-dessus avec Dugin, et Dugin aussi pensait le plus grand bien de Trump, et il a complètement changé d'avis. Mais à chaque fois, en fait, on a un frisson. Moi, j'avais plus de frisson pour l'Alaska. Je savais que c'était n'importe quoi, puisqu'à partir du moment où il avait prévenu les Européens avant, où il annonçait aux Européens qu'il les verrait après, etc., je savais que c'était cuit d'avance, puisqu'en fait, Trump, c'est un grand négociateur dans le business, mais il faut savoir que les choix dans les affaires sont des choix rationnels. C'est-à-dire que quand tu négocies en business, les gens qui sont en face de toi agissent de façon rationnelle. On a tous compris qu'en Europe, il n'y a pas d'acte rationnel. C'est-à-dire que l'Allemagne ait toléré que Nord Stream 1 et 2 étaient détruits, les sanctions, les machins, ça n'a rien de rationnel. Les Russes ont agi rationnellement. C'est comme un footballeur qui marque contre son camp, finalement. Exactement. Et donc, Trump, peut-être que c'est un excellent négociateur dans un monde rationnel, mais dans un monde irrationnel, dont il ne perçoit pas tout, il n'est pas bon. Et surtout, Trump, rappelle-toi ce que je disais un peu plus tôt, il est entouré de gens qui n'ont pas un agenda pro-américain, qui ont un agenda pro-sioniste qui passe avant leur agenda pro-américain. C'est les fameux ADL, EPAC, etc. Les PAC se vendent quand même d'être sponsors de 95% des congressmen américains. C'est-à-dire ils sont congressmen des républicains et des démocrates, dans une très grande majorité. Il y a peut-être un ou deux républicains connus qui ne sont pas sponsorisés, dont Massey, que beaucoup de gens espéraient, dont moi, le voir dans le gouvernement de Trump. Mais aujourd'hui, en fait, il est quasiment l'ennemi de Trump, comme Rand Paul et Ron Paul. Ceux qui me suivent et qui savent pourquoi petit à petit j'appréciais de plus en plus Trump, parce qu'il s'était entouré de gens qui avaient l'air bien. Il s'était entouré de Kennedy, il s'était entouré de Ron Paul et Rand Paul, il s'était entouré de Massey, il s'était entouré de Candace Owens, de Tucker Carlson, de Joe Rogan, d'Elon Musk. Et tous ces gens-là se sont écartés de lui comme la peste. Tous. Tous. C'est ça qu'il faut voir. Les seuls qui sont restés sont ceux qui, finalement, ont accepté une grande compromission. C'est-à-dire que quand tu regardes Kash Patel au FBI, eh bien, on découvre qu'en fait, la fiancée de Kash Patel, qui est plutôt une très jolie femme, alors que Kash Patel n'est pas forcément un playboy, c'est un homme puissant, mais on ne peut pas considérer que c'est un playboy, eh bien, la meilleure amie de cette femme est une ancienne agente du Mossad. Alors, quand un congressman américain a une aventure avec une Chinoise, on crie à la trahison, il faut qu'il perde son mandat, etc. Mais en réalité, quand c'est avec Israël, ça va assurer sa promotion. Et tu as des militaires qui s'expriment négativement sur ce qui se passe à Gaza. On a le cas d'un sergent hier, et qui a été mis aux arrêts parce qu'il avait des tweets qui mettaient en danger la sécurité nationale américaine, uniquement parce qu'il reprochait les bombardements de Gaza. C'est-à-dire parce qu'il était humain, qu'il était sensible à ce qui se passait. Et en fait, pourquoi est-ce qu'il est considéré comme un danger ? C'est parce qu'en fait, un militaire n'est pas censé avoir d'opinion sur des opérations militaires qui concernent directement ou indirectement son armée, puisqu'il est censé obéir aux ordres aveuglément. Donc, s'il a une âme et une conscience, il y a des ordres auxquels il ne sera pas capable d'obéir. Alors qu'en fait, il n'y a aucun code militaire qui dit ça, puisque tous les codes militaires disent que, justement, il y a la clause de conscience, il y a les limites de conscience qui sont autorisées.
Mais ça ne fonctionne pas quand ça concerne Israël. Et donc, c'est un véritable problème, parce qu'on comprend, et c'est ce que reproche Tucker Carlson, c'est ce que reproche Candace Owens, de plus en plus Joe Rogan, beaucoup de journalistes, là j'ai cité les plus connus, c'est qu'ils disent qu'en fait, le gouvernement américain, il est tiré par Netanyahou, les PAC, la politique d'Israël, vis-à-vis de l'Iran, vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de l'Irak, vis-à-vis de la Libye, vis-à-vis du Liban, évidemment vis-à-vis de la Palestine, et demain vis-à-vis de la Turquie. Parce que l'accord de paix qui a été négocié à Paris, excuse-moi du peu, il y a 2 jours, entre une délégation de Syriens, donc le ministre des Affaires étrangères syrien, et une délégation d'Israéliens, a conclu qu'il fallait véritablement écarter la Turquie de tout ce qui se passe en Syrie. C'est-à-dire que la Turquie ne peut pas être impliquée d'un point de vue formation de l'armée, d'un point de vue équipement des militaires, etc. C'est-à-dire que, imagine Israël qui a complètement profité de la Turquie pour abriter ce mouvement qui a renversé Assad, et ils s'en sont vantés, puisque Netanyahou s'en est vanté à maintes reprises, c'est pas quelque chose que j'invente, il l'a dit, et il a même expliqué à quel point il avait réussi à terrifier les Iraniens quand les Iraniens avaient envoyé des troupes, voulaient envoyer des troupes, et son aviation avait dit aux Iraniens, c'est simple, si vous envoyez des avions ou des troupes au sol, on détruira tout avec notre aviation. Et résultat, les Iraniens avaient abandonné. Donc pour un pays qui est censé avoir gagné la guerre, quand tu sais l'importance de la Syrie et de l'arc chiite pour l'Iran, ils ont perdu le Hezbollah, décapité. On sait, en septembre, quand il y a eu ces fameux bombardements en parallèle du sommet de l'ONU de l'année dernière, où ils ont tué Nasrallah, tout le monde. Avec les beepers. Alors, il y avait eu les beepers, ça c'était à la fin de l'été, 5000. Et ensuite, les bombardements aériens, où ils avaient suivi des avions de ligne pour déjouer la surveillance des Russes. Et ils avaient détruit tout un quartier de Beyrouth dans lequel était tout l'état-major iranien et du Hezbollah. Et ensuite, ils sont allés les tuer un par un dans les hôpitaux et partout, ce qui fait qu'en fait, le Hezbollah, maintenant, c'est l'ombre de lui-même, en fait, quand tu perds toute ta hiérarchie. Mais ça a été pareil pour la hiérarchie militaire iranienne quelques mois plus tard, puisqu'il y a environ 25 généraux de haut rang qui ont été tués dans la même première nuit des bombardements en juin, sachant que ça suivait ceux qui avaient été tués à Damas en Syrie, au consulat, ceux qui avaient été tués à Beyrouth lors du bombardement qui a causé la mort de Nasrallah, et il y avait Soleimani qui avait été tué par Donald Trump en 2020, puisque c'était une des dernières décisions qu'avait prise Donald Trump comme président, c'était l'assassinat de Soleimani. C'est-à-dire que c'était une négociation qu'il avait faite. Ça incluait Jérusalem, capitale d'Israël, ça incluait d'attaquer, d'empêcher coûte que coûte l'Iran d'accéder à de l'enrichissement nucléaire, même pour son industrie civile. Donc on voit bien, si tu veux, que tout ça, c'est une mascarade. On est manipulé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes et qui m'insultent, moi, quand je leur dis « mais attendez, mais l'Iran, évidemment, a perdu. Leurs usines ont été détruites, leurs installations antiaériennes ont été détruites, leurs généraux ont été tués, leurs scientifiques ont été tués, même le président et l'ayatollah, ils se sont terrés pendant 15 jours. Le président iranien a reconnu qu'il avait été blessé lui-même dans les bombardements. Mais Bertrand, vous avez des sources dans le pays pour savoir que ces gens ont été tués, ces installations détruites? Bien sûr. Oui, voilà, c'est évidemment. Mais moi, j'ai vécu pendant 10 ans avec la nièce d'un ancien président iranien. J'ai créé une galerie d'art poète, j'ai énormément de contacts en Iran. Et par ailleurs, les chaînes russes et les chaînes iraniennes ont montré énormément d'images qui montraient les bombardements dans Téhéran, etc. Mais il faut bien savoir 2 choses. C'est que d'une part, l'Iran
voulait pas montrer trop sa faiblesse au reste du monde, tu vois, il voulait jouer sur la fierté. Et Israël ne voulait pas que les gens voient qu'en fait la vie était totalement normale en Israël. Puisque, à croire les gens qui disent que l'Iran a gagné, tu devrais avoir plus d'aéroports. Tu vois, Ben Gourion, il fonctionne totalement normalement. La centrale d'Haïfa, qui était censée être détruite, elle fonctionne totalement normalement. C'est pas parce que, si tu veux, tu as un missile après 2000 km, qui n'est pas du tout un Oreshnik ou machin, qui a fait brûler un petit caténaire dans une centrale. Alors, évidemment, toutes ces images, on les voyait en boucle sur les réseaux. Pourquoi? C'était pour faire en sorte que les Américains croient que l'Iran est très puissant et sur le point de détruire Israël. Et donc, ils ont donné des milliards en armement, en aide, etc. Mais pour rien du tout. Tu sais, ils ont détruit l'Institut Weizmann. C'est un institut très important. Mais ils ont détruit un building de cet institut, mais c'est comme l'Institut Goethe. Si tu vas sur Internet, des instituts Weizmann israéliens, il y en a partout dans le monde. Il y avait des recherches génétiques à l'intérieur de cet Mais il y en institut. a partout dans le monde. C'est comme si tu dis, tu as détruit l'Institut Pasteur. Tu peux avoir détruit un petit immeuble de l'Institut Pasteur quelque part. Mais pas la Ça ne veut pas totalité. dire que tu as détruit l'Institut Pasteur. D'accord. Et Tu j'ai une vois ce que question. je veux dire? Oui, tout à fait, pour nos spectateurs, pour expliquer aux spectateurs ce que c'est que ce corridor de David. Je pense que beaucoup de gens voudraient Alors, savoir. le corridor de David, alors, il faut déjà commencer par dire que depuis très longtemps, Israël contrôle le sommet du Golan. Et quand tu contrôles le sommet du Golan, ça veut dire que tu surplombes Damas, puisque Damas, c'est à 45 km environ de ses emplacements. Mais tu contrôles aussi l'eau. C'est-à-dire que 40% aujourd'hui de l'eau potable en Syrie, et quand je dis potable, c'est pour l'agriculture, pour les humains, pour le bétail, etc., est contrôlée par Israël. Maintenant, on a toute la zone sud, la région de Soueda, qui est en train d'être autonomisée. Et ça aussi, ça a été négocié avec la France. Et donc, ils sont en train de faire ça et ils sont en train de vouloir créer un corridor qui va longer la Syrie au sud, non, jusque plus loin, et qui va permettre de rejoindre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et donc aller jusqu'à Bakou. Et donc, Israël est en train de créer un corridor qui va rejoindre le gaz, parce qu'ils ont énormément de gaz, et qui va se reconnecter, en fait, sans passer forcément par la Turquie, mais qui pourrait passer par la Jordanie et remonter vers la Roumanie pour aller vers l'Europe. Parce que c'est ça le corridor de David, en fait, et pour faire d'Israël, en fait, une puissance pétrolière et gazière très importante au niveau mondial. Puisqu'en fait, au large de Gaza, il y a des réserves considérables de gaz. Et de pétrole. Et de pétrole. Et ils sont intéressés aujourd'hui, évidemment, par quoi? Ils sont intéressés par Chypre. Parce qu'un autre moyen de ramener avec des gazoducs, ce serait de faire des gazoducs d'Israël vers Chypre, vers la Grèce. Et donc, pour ça, il faut régler des problèmes qui existent avec la Turquie. Eh ben, merci beaucoup, Stéphanie. Je pense que la partie 1 va donner pas mal de grains à moudre aux personnes qui nous ont vus. Et peut-être d'ici la fin de la semaine, on proposera une partie 2 où on va vraiment rentrer dans le détail de ce qui est en train de se passer au Proche et au Moyen-Orient et qui va changer la face du monde, les corridors nord-sud, puisque tout ce qu'on a dit depuis tout à l'heure et qu'on développera la prochaine fois gêne considérablement les routes de la soie chinoises. Absolument. Et on se retrouve bientôt pour un Vous les deux. Merci beaucoup.